Voilà, bonjour de nouveau à tous et à toutes. En fait, si nous sommes aujourd'hui là, c'est parce que l'IA occupe une grande partie de notre quotidien. Et son impact dépendra de notre capacité collective, on vient de l'écouter, à former, à inclure et à coopérer de manière ambitieuse des deux côtés de la Méditerranée. Dans cette session, nous allons aller droit au but, se poser des questions, comment préparer nos talents, comment réduire les fractures et bâtir des coopérations nord-sud solides pour que l'IA profite donc là réellement à toute la région. Nous aurons pour cela 4 perspectives qui sont complémentaires, académiques, entreprises, multilatérales et tech. 4 regards, 4 réalités, mais un même objectif, avancer ensemble. Voilà. Donc, avant d'explorer les solutions, on aimerait commencer par définir un peu les cadres, les enjeux, dont les enjeux clés. Et pour cela, j'ouvre la discussion avec Madame Amina Zeval. Madame Amina, vous dirigez le premier campus international de l'Université Paris-Dauphine à Tunis, où vous avez contribué à développer des programmes innovants ancrés dans le numérique, à adapter la formation aux besoins du marché et à faire de l'IA un levier d'employabilité et d'inclusion pour la jeunesse africaine. Vous êtes également très impliqué dans la société sociale, notamment à travers le réseau Entreprendre, l'APN et à travers plusieurs initiatives en faveur de la promotion de la femme. Voilà, à partir de votre riche expérience, quels leviers concrets ont vraiment permis de valoriser les talents en IA et de les encourager à rester et à s'investir dans la région? Merci Odette pour la présentation. Alors, s'il faut se baser sur une expérience concrète, à Dauphine Tunis, pour valoriser les talents, notre point fort était d'avoir une stratégie d'anticipation et de construction avant même d'avoir un besoin sur le marché. Donc, ça peut se traduire en 3 points. Anticiper, être agile pour transformer. Et puis, il y a un point qui est assez tabou, qui consiste à lier les talents avec l'impact en entreprise. Et on le fait en rapprochant le monde professionnel avec le monde universitaire. Alors, je pense que le secrétaire Gelasi était témoin. En 2015, il a fait l'inauguration quand on a ouvert le premier master en Big Data et Intelligence Artificielle. Le parcours a été créé avant même le parcours à Paris. Et l'idée, c'était vraiment d'anticiper le marché et contribuer à ce que le pays soit un espace émergent de talent pour le pays, mais plus encore pour l'international. Et aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on continue l'innovation, on continue à être agile, puisqu'on transforme ce master en un master en intelligence artificielle, données et agentique. Il devient AIDA. Et c'est une manière aussi d'accompagner les entreprises avec les problématiques récentes. Alors, après, bien évidemment, pour être proche des entreprises, il y a plusieurs initiatives. Dans notre cas, on a mis en place un modèle qui permet d'intégrer les étudiants dans l'entreprise. Ça s'appelle YouJobs, You comme University, Jobs comme emploi. C'est un programme particulier d'alternance. Mais on propose aussi à nos partenaires d'intégrer les problématiques de leur entreprise dans les cours, dans les projets de fin d'études, et ça se passe très bien. Alors maintenant, vous m'avez posé la question, ou est-ce que vous voulez la reposer autrement? Oui, en fait, je crois oui, ça va être un peu difficile. Voilà, la question, c'est les petites discussions qu'on a eues avant notre session. C'est que comment vraiment retenir correctement nos talents. Justement, on est un tout petit peu schizophrène, parce que d'un côté, on les forme pour une employabilité internationale, et on souhaite qu'ils partent pour une expérience plus globale, mais d'un autre côté, on souhaite qu'ils restent dans le pays, qu'ils contribuent dans le pays. Alors, c'est vrai qu'on souhaite qu'ils restent libres, qu'ils partent, qu'ils restent, mais là, on a un impact, c'est quand on travaille avec les entreprises pour qu'ils offrent les opportunités
Et si les opportunités sont là, si on est main dans la main avec les entreprises pour les faire connaître des projets ambitieux, ils resteront en Tunisie. Voilà, merci beaucoup pour le message. Donc, si je peux le reformuler quelque part, pour les talents, ils restent quand ils trouvent du sens, quand il y a des perspectives et une vraie possibilité d'action, je pense. Voilà. Donc, avec cela, je vais me tourner donc là vers notre deuxième intervenant, Madame Asma Neifet. Donc, en tant que responsable de la RSE, de l'innovation responsable et du réseau des Orange Digital Centers, vous pilotez un modèle qui combine à la fois formation, inclusion et impact social dans 17 pays. Votre travail sur les langues locales, l'employabilité des jeunes et les partenariats avec plus de 150 universités illustrent parfaitement ce que peut être une démarche RSE appliquée à la transformation numérique de la région. Madame Neifet, dans le cadre de votre mission, comment une approche d'innovation responsable peut réellement renforcer la coopération en Méditerranée et surtout faire bénéficier aux jeunes, aux femmes et aux personnes éloignées? Merci beaucoup, Odette. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un réel plaisir de partager une expérience que nous avons sur les 7 pays. Effectivement, aujourd'hui, pour nous, l'IA passera obligatoirement par la formation. Et si on parle formation, on doit toucher tous les jeunes, que ce soit en milieu rural ou dans la capitale, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui au niveau des Orange Digital Centers. Nous avons des Orange Digital Centers dans tous les pays de présence du groupe Orange, donc 17 en Afrique et Moyen-Orient et 8 en Europe. Et donc nous sommes présents sur les 2 continents et c'est ça la force du réseau Orange Digital Center. En quoi consiste un Orange Digital Center? On va de la formation jusqu'à l'accompagnement des startups et l'investissement dans les startups. C'est un concept unique parce qu'il est totalement gratuit, ouvert à tous, avec ou sans diplôme. Et aujourd'hui, ce qui est très important de dire, c'est que ce sont des structures physiques qu'on ouvre dans tous les pays et qui sont totalement gratuits. Mais on a compris aussi que ça ne suffit pas d'être au niveau des capitales, il faut aller en région. Et c'est comme ça qu'on a ouvert une 50aine d'Orange Digital Center Club dans les universités en région. Pourquoi? Pour être proche, pour former plus, pour avoir un peu plus d'impact. Aujourd'hui, c'est la contribution du groupe Orange pour développer, former plus de jeunes, et en particulier les femmes. On fait une discrimination positive envers les femmes. On a 40% de femmes qui sont formées au niveau des Orange Digital Centers. À date, on a formé 1,3 million de jeunes. On a accompagné 500 startups. Et franchement, c'est des résultats qui nous permettent d'être fiers aujourd'hui de participer au développement de ces pays. Concernant l'IA en particulier, donc l'IA pour nous, c'est d'abord former nos salariés à l'IA. Donc c'était le premier objectif du groupe et depuis plusieurs années, on a commencé la formation des salariés d'Orange. Deuxième point, former les jeunes et partager le savoir-faire du groupe Orange en termes d'IA. Vous savez que le groupe Orange a une centaine de laboratoires de recherche par le monde. Et à travers les Orange Digital Centers, on partage ce savoir-faire en termes d'innovation pour donner le dernier né d'innovation à ces jeunes-là. Notre objectif, c'est quoi? Notre objectif, c'est former le plus et accompagner le plus de startups. On sait pertinemment que le gouvernement aujourd'hui ne peut pas employer autant de jeunes. On parlait tout à l'heure de départ des jeunes vers des pays européens ou ailleurs. C'est vrai qu'ils partent, mais moi je suis convaincue que cette expérience, même s'ils l'auront à l'international, reviendront dans le pays parce qu'aujourd'hui on voit un développement extrêmement positif en termes de start-up dans le pays. Et ça, franchement, nous mettons notre participation, c'est une petite brique, c'est vrai, mais on participe activement à développer le tissu entrepreneurial dans le pays. Merci beaucoup. Voilà, on échange. Alors, donc en fait, cette logique de créer donc là des opportunités,
va m'ouvrir donc la parole avec Yahya Bouhlel. So, at just 13 years old, Yahya Bouhlel was already designing tech products, and by 16, he had been recruited by a California startup. Trained at Y Combinator in Stanford, he brought the Silicon Valley mindset back to Tunisia by co-founding GoMyCode. Today, GoMyCode's success is often cited as a regional model. In your view, Yahya, how can your hybrid learning approach and market-aligned programs help make AI training more accessible across the Mediterranean? And what North-South partnership could meaningfully amplify this impact? Yeah, thank you so much. It doesn't work. It works. All right. Thank you so much for having me. Really excited to be here and share with you a bit about what we do at GoMyCode and also how we integrate AI to scale our impact. Just briefly about GoMyCode. So we operate a network of 40 schools today in 9 countries, mainly in Africa, where we train anyone starting the age of 8 to the age of 60 on over 30 programs from machine learning to cloud to infrastructure to DevOps. We go from really early stage training from 3 months, 4 months, 6 months up to like a master degree level. So we operate also accredited programs today. And we've been doing this for 7 years now, started from Tunis and expanded beyond. And we actually, the core of the company is around 2 things, is the mission statement of the company is to make education affordable, personalized, and accessible. And we do this with a lot of technology. So the first usage of AI that we have is really around how can we make education affordable with artificial intelligence, and that's really the first opportunity that we have. Things like grading content, for example, or grading projects is handled with AI. The key to making education really accessible is really to optimize the time spent with the teacher, so the time of the teacher needs to be optimized. So we managed to optimize the teacher's time with a lot of automation, from content creation to that is led by AI, to grading of the projects, to providing an AI teacher to the students to answer their questions. And all of this is integrated, part of the GoMyCode learning experience. And with that, we managed to reduce a lot of the cost structure of the company, and we make it affordable and accessible. The second thing is we train people on AI. So we're transitioning into training people about what we call Web 1 and 2 and 3 to training people about the usage of AI. So things like building your own agentic agent, deploying like AI pipelines, infrastructure for artificial intelligence. Today we have 10 AI programs. 3 programs that we built with a company called NVIDIA, with NVIDIA, so you get like a GoMyCode training and plus an NVIDIA certification. But the core AI where it's going right now is, if you take like design as a field, is we're teaching you how to build your designer agent, basically in the design course. We're teaching you in the marketing how to build like a copyright agent in the marketing course. We're teaching you how to build like a web developer agent in the web development course. So the way we see it is that there's this notion of co-boat. So it's not men versus machine, it's men with machine. And really that's really the systemic mindset change that we're trying to build awareness around, is that AI is not going to replace the function or the job, but someone using AI eventually can go really far. So today we integrated 30 to 40% of all of our programs. You have a big AI chapter on how you can do your job and field at a better, faster, and more efficient pace, either marketing, copywriting, design, code, development. So all of these are assisted with AI, and with AI you can really move really fast. So the first part is about the teaching methods with AI. The second is about the curriculum and content. And what I'm really mostly excited about the partnership in the Mediterranean is, so a few things I'm really particularly excited about is, one, compute. I think in Tunisia, here specifically, we have an opportunity to build the cheapest cost of compute in the world. It's something that Karim Beghiri spoke about it this morning, thanks to very efficient cost of electricity and to solar. And that can really power the next generation of all the agentic and agents in the region. And seeing the proximity in the region, there's a way to
trade compute and trade electricity at a very cost-efficient way. And that's really the bottleneck. The second thing is using a lot of these AI tools is very expensive. So one way to make AI education accessible for people in the region is to make these AI tools very accessible. And that requires partnerships between the big AI companies building models like Mistral and our governments to make the cost of models very accessible for the younger generation so they can build apps with AI. And I think this is a really bottleneck that we have right now and starting to see with our students is students to access AI tools and compute is very expensive. So there should be a way to make compute very affordable and these AI tools very affordable. So I'm really excited about building bridges and ways to make the cost of AI accessible and affordable and the cost of compute really affordable and accessible. And of course, there's also all the co-building of the programs that could happen between universities in our region and universities in Europe and the co-building of incubation programs. And so there's a lot of synergies between both institutions, but I'm particularly excited about the AI cost optimization for people here. Yeah. Thank you, Yahya. So we're going to take a step back and look more at the broader policy and governance avec Dr. Gellas. Sous-directeur général de l'UNESCO, ancien ministre tunisien de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des technologies de la communication et de l'information, ancien professeur d'INSEAD Fontainebleau et à IMD Lausanne, et je viens de savoir aussi, vous avez enseigné aussi à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, président et membre conseil d'administration de grandes entreprises. Vous portez une vision unique, basée sur une riche expérience académique, politique, dans le secteur privé et au sein du système multilatéral. À l'UNESCO, vous pilotez des programmes visant à bâtir des sociétés de savoir inclusives, à développer les capacités en IA et à promouvoir la liberté d'expression et l'inclusion numérique. Dr. Gellassi, maintenant la Méditerranée cherche aujourd'hui, donc on vient de l'écouter un tout petit peu, de structurer une forme de formation, une offre de formation de l'IA qui soit cohérente, qui soit inclusive, qui soit accessible. Selon vous, comment pouvoir bâtir un écosystème transméditerranéen de formation capable de mobiliser les universités et les États, les entreprises et les États des deux rives? Merci beaucoup. Premièrement, c'est dommage que cette session se passe à 13h presque, avec une salle moitié vide, parce que j'estime que l'éducation est la mère de toutes les batailles. Comment transformer des esprits? On peut transformer la technologie. Merci. On peut transformer la technologie, on peut l'acheter. On peut se la donner du jour au lendemain. Changer l'esprit humain, changer la façon d'apprendre, les processus d'éducation, de formation, de valorisation des connaissances, de reconnaissance des certificats, des diplômes. Amine a parlé de la mobilité. Bien sûr, c'est très important. Mais sans cette mutualisation, sans cette certification, comment peut-on être mobile avec ces connaissances? Donc, c'est un peu dommage que ça se passe à 13h, mais bon, la salle est moitié vide, mais on a perdu peut-être les politiques et certains décideurs, mais je reconnais des professeurs. Elle est moitié pleine, tout à fait. Elle est là, Madame l'ambassadrice est là. Et vous avez raison de dire qu'il faut voir le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. Je souscris à cela. Vous avez trois générations ici. Vous avez Ayman, le digital, vous avez Amina, hybride, et vous avez moi, analogue. Donc, trois générations représentées, évidemment, nous avons également Madame Asman Neifer, qui représente le secteur privé. Pour répondre à votre question, personne, aucune partie ne peut relever le défi de l'IA seul. Ni un gouvernement, ni un régulateur, ni un État, ni une organisation, ni une université. Donc, vous avez parlé de partenariat, c'est essentiel, c'est essentiel. La région, ça a été dit dans les discours d'ouverture ce matin, la Méditerranée partage beaucoup de valeurs, une histoire, une civilisation, le tourisme, l'agriculture, la pêche. Il y a des industries qui sont dominantes dans cet espace. On a beaucoup à partager et les défis auxquels on fait face sont communs. Donc, comment peut-on arriver? Justement, en mettant en place un partenariat qui est dédié justement à la formation, à l'éducation en IA, parce que les choses évoluent très vite et parce qu'il faut se partager les connaissances
les savoir-faire, les expériences, aussi bien les échecs que les réussites. Donc, il faut mutualiser tout cela. Bon, à titre d'exemple, l'UNESCO, l'année dernière, a lancé une alliance mondiale des écoles nationales d'administration parce que le projet, c'était la formation de talents en IA et en transformation numérique pour le secteur public. Parce qu'on sait très bien que partout, il y a un déphasage entre le secteur privé et le secteur public. Et lorsqu'on a fait une étude pour savoir quels sont les besoins en Afrique, le besoin numéro 1, c'était la formation. Si on n'a pas des fonctionnaires, si on n'a pas des agents du secteur public, et au-delà, qui maîtrisent l'IA, qui maîtrisent la transformation numérique, eh bien, on risque de ne pas réussir cet enjeu qui est primordial. Donc, encore une fois, il faut une approche inclusive, multipartite et transméditerranéenne, avec une coordination crédible, respectueuse des droits humains, des valeurs, et une vraie alliance pour qu'ensemble, on puisse relever ce défi de l'éducation, de la formation de demain, parce que les choses bougent, le monde change autour de nous, on n'est pas en train de changer suffisamment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Gellas, pour tout cet éclairage et toutes ces conditions donc, qui doivent être mises en place quelque part pour vraiment réussir cette coopération. Et du coup, on passe à notre deuxième partie qui concerne les exemples concrets. Et je reviens vers vous, Amina, avec, si vous pouvez partager avec nous des exemples concrets où comment ça a permis donc là l'accès, de renforcer l'inclusion numérique, l'accès à ces formations, donc d'après votre expérience. Merci Oded. Est-ce que je peux commencer par ne pas répondre à ta question? Oui, et je vais m'adresser à Dr. Gellas. Est-ce que tu te rappelles de l'article qu'on a écrit en 2014, How we fundamentally change the way we educate students in the MENA region, qu'on a présenté le premier jour où tu étais ministre. Aujourd'hui, c'est très amusant de voir ce qui s'est passé en 10 ans, comment des expériences concrètes, en fait, ont eu lieu. Et je peux en témoigner. En tout cas, pour parler déjà de l'IA inclusive, j'aimerais citer Laurent Alexandre. Je viens d'acheter son bouquin il y a 2 jours. Un bouquin avec un titre très provocateur où il dit ne faites plus d'études, apprendre autrement à l'ère de l'IA. Mais il dit quelque chose de très vrai, c'est qu'aujourd'hui on parle d'une époque où l'intelligence artificielle est gratuite, elle est profondément disponible. Et quand elle est profondément disponible et gratuite, elle est automatiquement très inclusive. Elle permet de réduire les inégalités scolaires, rien que parce qu'elle est là. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'à Dauphine, nous avons quelques expériences concrètes. Nous avons mis au cœur de nos préoccupations l'innovation des méthodes pédagogiques et nous nous sommes appuyés sur des travaux comme ceux de Salman Khan, qui a créé la première école numérique, la Khan Academy. Il en a parlé dans son bouquin L'éducation réinventée. L'idée, c'est d'avoir des méthodes ou une plateforme qui permet non seulement de rendre l'enseignant plus efficace, mais donner plus d'autonomie aux enseignants, aux apprenants, avec comme principal objectif d'améliorer les résultats scolaires. Nous avons commencé par une plateforme où on avait des exercices autocorrigés, des tableaux de bord pour les enseignants. Ça permet d'avoir plus d'étudiants, de gérer le côté personnel, personnalisé plutôt, des étudiants, de gérer une classe hétérogène beaucoup plus efficacement qu'un enseignant sans outils. Par la suite, nous avons commencé à intégrer l'IA. Aujourd'hui, nous sommes en phase de test pour intégrer des agents. On travaille sur 10 agents pour personnaliser encore plus l'enseignement. On part de plus en plus vers l'enseignement adaptatif et l'expérience a montré que cela pourrait aboutir sans hallucination. Aujourd'hui, il est certain, le constat qu'on s'est fait, c'est que plus on donne d'autonomie aux étudiants, plus on respecte leur vitesse d'apprentissage et plus ça va vite et on a de meilleurs résultats. Madame, merci beaucoup de votre partage. Voilà, ça marche. Moi, de toute façon, je passe à Madame Asma Naifet. Donc,
un autre côté, donc là, un autre type de mesures concrètes, donc là, sur l'impact de ce que les centres, les Orange Digital, donc, ont. Et comment vous mesurez vraiment cet impact et la pérennisation de ces initiatives? Alors, l'impact est mesuré par des KPI. Les KPI sont lesquels? C'est le nombre de jeunes formés. Donc là, à date, on est à 1,3 million de jeunes formés au niveau des Orange Digital Center et le nombre d'emplois créés. Pour des formations de 3 mois ou plus, on est entre 85 et 90% de taux d'employabilité à la sortie d'un ODC. Pourquoi on est arrivé à ces chiffres-là? Parce que nous nous positionnons entre le monde académique et le marché de l'emploi. Et nous analysons le marché de l'emploi et quelles sont les demandes du marché de l'emploi. Et en fonction de ça, on forme. L'avantage que nous avons, c'est que nous faisons uniquement des formations pratiques. Donc, l'enseignement universitaire est partenaire des Orange Digital Center. On a 156 universités partenaires de par le monde et nous formons sur des projets réels à impact social, en utilisant bien sûr le numérique avant tout. Nous avons des partenariats avec Coursera, Google, Meta, AWS, et à travers ces partenariats, nous pouvons donner des certifications gratuites. Donc, on offre des certifications gratuites qui valent diplôme sur le marché de l'emploi. M. Jlas s'est parlé des certifications. C'est vrai, c'est très important vu l'évolution et le développement de la technologie qui est tellement rapide. Donc, les certifications peuvent donner une formation professionnelle rapide sur des technologies de pointe. Et c'est ça le but des Orange Digital Center, former sur tous les nouveaux métiers du numérique. Donc voilà un peu, c'est nos résultats à date. L'objectif aujourd'hui, c'est de certifier le maximum de jeunes sur l'utilisation de l'IA. Et là, on a des certifications gratuites que nous donnons au niveau des Orange Digital Center dans tous les pays de présence. Et ces certifications valent diplôme sur le marché de l'emploi. Juste un dernier point. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes présents sur les 2 continents. Et c'est ça la force des Orange Digital Center. Et c'est win-win entre les 2 continents. Nous sommes présents en Europe, nous sommes présents en Afrique. Et les 2 continents, l'un a besoin de l'autre. Et ce partage et ce maillage entre les 2 continents, c'est ça qui fait notre force. Parce que sur chaque continent, il y a une expertise, il y a une évolution, il y a des marchés qui s'ouvrent et il y a des startups qui peuvent aller d'un côté vers l'autre et inversement. Et franchement, ça, je pense que c'est très important. Oui, merci beaucoup, Madame Neifeld. Donc, ça me fait penser un peu de prendre un exemple de local. Et je reviens vers toi, Yahya. You did choose to stay in Tunisia and to create opportunities locally. So, from your experience, what concrete levers can help AI-trained talent and entrepreneurs or professionals to stay and thrive in the region? So the decision of me staying in Tunis, it was largely driven by 2 factors. The first is because of people that I've seen in Tunis and that really inspired me. I really think in Tunis we don't have a problem of talent. We have a problem of enablement. And if you enable where people, we will deliver. So for me, I was in Palo Alto, and every time I would come to Tunis, I'll compare the level of people and be like, it's the same level of people in terms of skills. It's just they have an ecosystem that enables people to build and ship products. And in Tunis, we have a lack of enablers. And that was a major decision for me to come to Tunis and build a school with the spirit of Silicon Valley, where you build the environment for people to build products and go after to build their own companies. So that's really the first thing. And I still believe, and this is a really strong reason for me to stay and build in Tunis, because I really think in Tunis we have a rich country of talents. There's a really strong talent density, and in the last 2 years, I've done more than 15 countries in Africa, and Tunis is a really unique place for talents and to find AI talents. And this is a strong reason for me to stay in Tunis and build from Tunis. So that's really the first thing. The second thing is, I think in Tunis is a very great market to build anything.
So anything you want to build, you can build and test in Tunis. So it's a very good market to build an MVP, test the MVP, and after go beyond Tunis. And this is really what a lot of startups have done and achieved. Companies like Nvidia, like InstaDeep, like Expensia, they build their product in Tunis, and after they went and delivered the product outside. And in not a lot of countries actually you can build product and test at a smaller market and a smaller scale. So that's really the second thing. And I guess what's really exciting with AI is that an exciting idea for a lot of young people here in the region, not just in Tunis, is that we often grow up in very local economies, very closed economies, heavily exposed to this new global economy. You know, you consume and use most of the big apps. I think this is probably unprecedented. For the first time, you can be someone from Tataouine and someone from Tunis and Sousse and Sfax, and you could be building like an AI company, and you have 5 AI agents with you, and you can compete at a global scale. You can make money in foreign currency, you can contribute to open software source. You don't need to move or reallocate to some other cities or places. So AI is really giving us this leverage of being really competitive at a global scale and at a global economy. And this is really an exciting idea that you have within the company with projects like Tataouine, where we train people today on AI in Tataouine, in the south. We really believe that people from anywhere can really be competitive and can really compete with in this global economy because they are assisted with AI. They have this leverage and edge, which they can build agents that can support their work. And that's really an exciting opportunity, I think, for younger people here and for the younger generation. Because some people inspired me, and I guess you're inspiring a lot today. Thanks. Yeah. Comme d'habitude, pour compléter cette perspective avec une vision plus large, je reviens vers vous, Dr. Gellassi. À l'UNESCO, vous travaillez sur l'éthique, vous l'avez donc là déjà mentionné, l'éthique de l'IA, la liberté d'expression, la gouvernance des plateformes numériques. Quelles mesures concrètes recommandez-vous pour que ces initiatives d'éducation, on revient au même sujet, qu'elles soient inclusives et qu'elles soient éthiques et responsables? Je voudrais citer Karim Beguir qui a dit dans son intervention coder aujourd'hui ou programmer, ce n'est plus l'enjeu. Donc, pour réussir dans cette disruption numérique, il ne s'agit pas de former ce qu'on a formé les années 80, 90, 2000. Parce qu'aujourd'hui, les agents IA peuvent eux-mêmes programmer, coder plus vite, moins cher et avec une meilleure qualité que des jeunes ou des êtres humains. Donc, la question, c'est quelles seraient alors les compétences uniques qu'on peut justement sur lesquelles on doit centrer ces formations. Vous avez parlé de l'éthique. L'éthique est très importante. Peut-être vous le savez, je suis sûr que l'UNESCO a commencé en 2018 un gros travail mondial sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Ça veut dire 4 bonnes années avant l'arrivée de ChatGPT et de l'IA générative. Et ça, c'est l'UNESCO. C'est un peu le laboratoire à idées pour le système des Nations Unies et d'essayer d'être proactif et précurseur. Ce travail a abouti en 2021 à la recommandation, la première norme mondiale sur l'éthique de l'intelligence artificielle, votée par 193 pays. Jusqu'à ce jour, c'est la seule norme mondiale. Évidemment, l'Union européenne a eu son approche, le Conseil de l'Europe récemment, mais au niveau du monde entier, la norme de l'UNESCO reste la seule à ce jour. Aujourd'hui, il y a 80 pays qui sont en train de mettre en œuvre cette norme de l'UNESCO sur l'éthique de l'IA, dont la Tunisie. La Tunisie a commencé un gros travail. L'équipe de professeur Hicham Sbès et ses collègues travaillent sur ce sujet-là. Donc, il y a 80 pays qui disent, bon, c'est une norme mondiale, mais il faut la contextualiser, évidemment. Et donc, il faut regarder un peu les spécificités nationales, culturelles, sociétales, économiques, pour que cette norme de l'UNESCO fasse sens à travers le monde. Donc, l'éthique doit être au centre des formations en IA, mais aussi former un esprit critique, former justement l'entrepreneuriat, comment oser entreprendre pour apprendre. L'entrepreneuriat, même si on échoue, mais on apprend, j'ose dire, pourquoi on a échoué. On peut essayer notre approche jusqu'à ce qu'on réussisse. Toutes les initiatives à Silicon Valley et autres n'ont pas réussi du premier coup. Peut-être qu'il y a une réussite sur 20 ou 30 ou 50.
Mais là où il y a un succès, c'est devenu planétaire. Donc, think big, start small, scale fast. Avoir de l'ambition, former et donner les compétences nécessaires. J'ai parlé d'esprit critique, travail en groupe, comment peut-on apprendre tout au long d'une vie, learn how to learn. Le métier du professeur a changé. Avant, le professeur avait le savoir et le transmettait aux étudiants, aux élèves. Aujourd'hui, ces systèmes d'IA générative connaissent plus que le professeur, ils sont plus à jour, ils sont planétaires. C'est quoi la valeur ajoutée d'un professeur? Un professeur doit se réinventer, se transformer. S'il apporte ou elle apporte des expériences vécues, s'il peut dynamiser une discussion, s'il peut la synthétiser, s'il peut montrer une empathie, une personnalisation, oui, c'est un apport. Parce que ChatGPT, à ce jour, ne peut pas faire ça. Mais si c'est juste transmettre des savoirs, un professeur sera dépassé. Ça fait il y a quelques décennies que j'étais professeur, mais j'envie les jeunes professeurs qui sortent d'un programme doctoral et qui vont en salle de cours. Ils doivent se poser la question, quelle est ma valeur ajoutée dans un monde IA d'aujourd'hui où la connaissance est disponible, plus à jour, plus complète que ce que j'ai appris moi-même. En fait, une redéfinition du métier, comme n'importe quel autre métier. Et je tire un peu, donc là, c'est pas la littératie numérique, c'est la littératie humaine qui est nécessaire de nos jours. C'est parfois la philosophie aussi, de comprendre, de garder l'homme et l'humain au centre, donc là, de toute innovation et de toute technologie. Donc l'avancement, c'est dans le progrès du bien. Je vais clôturer donc là ce panel avec une question rapide, une question unique donc là pour vous tous. Et voilà, donc je reprends avec vous, Dr. Jelassi. Quelle est la propriété donc en matière de coopération et de gouvernance pour pouvoir mettre donc là permettre à la Méditerranée de développer des talents? Donc, Alors, concernant la gouvernance, parce que ce matin ça a été dit brièvement. Lorsqu'on parle de gouvernance, des fois on parle de régulation. Il ne faut pas réguler d'une façon qui défavorise l'innovation. Entre réguler et innover, il faut trouver le juste milieu. Il faut un cadre général, oui, parce qu'il ne faut pas que ça devienne ce qu'on appelle le digital Wild West. Laisser faire, laisser aller, ne pas respecter les valeurs humaines, la dignité personnelle, les données privées. Il faut un cadre, oui, mais un cadre qui ne défavorise pas la créativité et l'innovation. Il faut trouver un juste milieu entre innover et réguler. Ça, c'est pour la gouvernance. Concernant la coopération Nord-Sud, j'ai touché un peu à cela dans ma première réponse. Ça me paraît essentiel. Mesdames les deux ambassadrices, dans leur discours introductif ce matin, ont parlé d'un fonds, je crois créé par la France, de 2 millions d'euros, justement alloués à l'IA dans l'espace méditerranéen. Je pense, je ne connais pas les termes de référence de ce fonds, mais j'espère, j'appelle de mes voeux qu'il y ait une partie formation, une partie talent, une partie éducation dans ce fonds-là. Sinon, il faut créer un cadre justement et un partenariat transméditerranéen inclusif et avec les parties concernées afin de justement mettre en action ce qu'on a discuté aujourd'hui. Si on parle de ça aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas une initiative transméditerranéenne pour former les talents en IA. Il faut qu'on le fasse. Peut-être que ça fera partie de la déclaration de Tunis à la fin de ce forum. Ça serait une bonne chose. Et je conclue en disant, l'UNESCO sera à vos côtés. Si vous nous sollicitez, on a une expérience mondiale, une certaine expertise, on serait plus que ravis, c'est pas de vous accompagner, mais d'apporter notre modeste brique à la construction d'un partenariat transméditerranéen pour la formation des talents en IA. merci beaucoup, Dr. Jelassi. Je passe oui, peu importe. Donc, à Madame Zehal, donc là, toujours la même question. Quelle est la priorité maintenant, mais pour développer donc là les compétences en IA qui soient donc inclusives encore plus inclusive. Ouais. Ouais. Comment avoir une IA encore plus inclusive? Je pense que c'est vrai que c'est important de former, mais pour reprendre ce que vient de dire Tawfir, une IA plus inclusive ne naîtra pas d'ingénieurs de plus en plus formés, mais d'une société plus éclairée, une société dont la conscience humaine est développée, une société dont les jeunes filles et garçons
possède des bases scientifiques, mathématiques, éthiques et critiques pour orienter cette IA-là. Alors, donc pour moi, il y a 3 points qui sont très importants et à prendre en compte. Le premier étant de commencer très tôt l'apprentissage des mathématiques et de la pensée critique. Le deuxième, s'assurer vraiment que les jeunes filles sont incluses dans tout ce process. Et enfin, mettre au cœur des préoccupations le développement d'une conscience humaine à la même vitesse que le développement et l'évolution de la technologie. Merci. Merci beaucoup. Allez, on passe à Madame Anaïs. Maintenant, c'est le côté entreprise, le côté coopération. Donc, vous avez déjà beaucoup d'expérience. Donc là, dans cette question de coopération et de liaison entre les différents pays, comment vous l'imaginez et de votre expérience, quelle est la priorité clé pour cette coopération, une bonne coopération méditerranéenne? Pour moi, la bonne coopération méditerranéenne passera obligatoirement par l'utilisation de l'IA dans les langues locales, le LLM. Et c'est sur quoi nous sommes en train de travailler. Là, nous sommes en train de travailler sur des modèles sur 6 langues, donc le Wolof, la Darija tunisienne, la Darija marocaine. Et ça, je pense que c'est un moyen d'inclusion très rapide qui touche toute la société, que ce soit dans le milieu rural ou au niveau des capitales. Et ça fait vraiment sens parce que finalement, c'est une coopération entre les continents. La langue, c'est le modérateur, c'est le basique. Et travailler sur les langues, je pense que c'est le plus important pour nous pour avoir le plus d'inclusion possible. Et au niveau des Orange Digital Center, là, nous avons mis un programme pour que les jeunes puissent eux-mêmes créer des modèles de langue locale. Par exemple, nous avons Toumiaï qui a été accéléré à l'Orange Digital Center du Maroc, qui traite la langue darija marocaine, qui aujourd'hui est en Tunisie avec l'Orange Digital Center de Tunis, qui crée de la darija tunisienne. Et c'est ça, finalement, qui va être le point central d'inclusion à travers les langues. Et comment ne pas utiliser l'IA à ce moment-là? C'est le sujet, pour moi, le plus important. Pour entrer les langues. Voilà. Yahya, donc, it's more about the entrepreneurial ecosystem. Yeah. Actually, I want to add on the cooperation with Mr. Tawfiq is that the key to having a really strong cooperation, and I think this is really the challenge and risk we have, is that we really need to have a sense of local infrastructure. So there's a race, an AI race happening right now, mainly big between China and the US. And really like the worst case scenario, we end up using AI US models, agentic US models, infrastructure led by the US. And to think about AI, it's 3 things now it's 4. It's data, models, and compute, and now agents. And we really need to look at AI from these 4 angles and say, data, we need to have a really strong policies around data. We need to have our own models. In Europe, there is one AI model, which is Mistral. We still yet to see an African AI model. And the third thing is compute. We need to leverage on very efficient cost compute. That's why it's important to build compute infrastructure in countries like Tunisia, Algeria, Morocco, where we have the Sahara, we have the sun. And I really can see a powerhouse of compute, and I really can see how we can have a very efficient compute. And the 4th thing, we need local agentic agents, as we need local players building agents from the region and not necessarily just, again, consuming US-based agent models. And for each of these 4 steps, like data, models, compute, and agents, you can put a full policy, a full roadmap plan on how we can train people to build agents, on how we can scale compute in the region, and how we can build open source regional models, on how we can reserve and protect the data that we have, and also build data pipelines. So, I mean, I think it's important to have a roadmap for these 4 parts that is regional, and we really use and leverage what
our countries are really good at, you know. So so I think that's really the key here to really having a strong cooperation is we need to have this infrastructure, local infrastructure approach. Thank you, Yahya. Ça fait rappeler le mot d'introduction de Madame Galli au début, donc là qu'on a besoin de définir une feuille de route. Je crois à travers les différentes réponses qu'on a eues, les différentes propositions d'action, toujours de définir un cadre, mais un cadre qui n'est pas dans le but de limiter, mais c'est un cadre pour prospérer, que ce soit au niveau des données, que ce soit au niveau des formations, que ce soit au niveau donc là des applications, le développement. Voilà. Avec cela, donc là, je vous remercie toutes et tous pour votre contribution. Les talents, ils sont là, on le voit. Les collaborations se construisent déjà. Déjà, on en a plusieurs exemples donc là qui le montrent. À nous maintenant de transformer cette dynamique en opportunité et pour réussir une IA qui soit tangible et bien pour toute la Méditerranée. Voilà. Merci au public et très bonne continuation pour le forum. Merci à vous. Merci à tous nos panélistes. Un plaisir de vous retrouver, cher Asma, cher Amina et Stofir, et vous également, madame.